Bonjour tout le monde. Bonjour, vous avez mon écran? Bonjour. Oui. Oui. Tout le monde? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Bien. Donc, je vais commencer le chapitre 1, si vous voulez, le premier chapitre. C'est la première partie du chapitre appareil digestif de l'unité 2. Donc, vous avez fait la cavité buccale avec votre enseignant Dr Chenel. Il a démarré la cavité buccale. Et dans ce présent chapitre, je vais entamer, si vous voulez, l'appareil digestif en bonne et due forme en ce qui concerne toutes les généralités concernant l'appareil digestif dans sa totalité, c'est-à-dire en partant de la cavité buccale jusqu'au canal anal, avec tous les compartiments, tous les étages de l'appareil digestif et bien sûr, y compris les caractéristiques histologiques particulières des glandes annexées à l'appareil digestif, qu'il s'agisse des petites glandes qui sont des glandes microscopiques que l'on retrouve un peu partout au niveau de la paroi digestive et au niveau de la muqueuse buccale, les petites glandes au niveau de la cavité buccale. Nous avons les petites glandes salivaires, les glandes microscopiques, les glandes accessoires, salivaires accessoires, mineures. On les appelle aussi les glandes mineures. Vous allez les voir dans le chapitre cavité buccale avec l'étude des glandes salivaires, qui sont des glandes annexées à l'appareil digestif. Plus précisément, ce sont les glandes annexées à la cavité buccale. Nous avons les grandes glandes salivaires, parotides, sublinguales, sous-maxillaires, qui sont les trois. Oui. Non? Vous me recevez? Oui. Très bien. Donc, regardez la structure globale de l'appareil digestif en partant de la cavité buccale jusqu'à l'anus, au canal anal. Donc, nous avons la cavité buccale bucopharyngée, y compris le pharynx. On a également dans la cavité buccale, nous avons tous les composants de la cavité buccale, les lèvres, le palais, la langue, avec tous les éléments constitutifs en gros. Donc la dentition ne fait pas partie de notre étude, c'est une spécialité des chirurgiens dentistes, donc de la médecine dentaire. Et puis nous avons dans la cavité buccale l'étude structurale de la langue, la muqueuse linguale, avec les glandes, surtout l'étude des glandes annexées à la cavité buccale, c'est-à-dire les glandes salivaires. Dans le chapitre glandes salivaires, vous aurez étudié les deux catégories de glandes salivaires, à savoir les petites glandes salivaires qu'on appelle les glandes salivaires mineures ou glandes salivaires accessoires, qui sont des glandes microscopiques qui sont éparpillées un peu partout au niveau de la muqueuse buccale, c'est-à-dire au niveau du palais, au niveau de la langue, au niveau de la face inférieure linguale, au niveau du palais, au niveau aussi du pharynx. Et vous allez le retrouver également au niveau de la face interne des lèvres. Ce sont des glandes, les sous-mandibulaires sous donc la mâchoire. Ces glandes salivaires accessoires qu'on appelle mineures ou petites glandes salivaires, ce sont des glandes qui sont donc infiltrées, qui sont donc comprises dans la muqueuse buccale, et elles sont de l'ordre de la microscopie optique, c'est-à-dire on les observe en microscopie optique. Par contre, nous avons les glandes salivaires majeures, on appelle aussi les glandes salivaires principales, les grandes glandes salivaires, qui sont au nombre de 3, les parotides, et elles s'empèrent. Donc, on a 2 parotides sous les oreilles, les sublinguales sous la langue et les 2 paires de sous-maxillaires sous la mâchoire inférieure. Cette étude structurale de cette cavité bucopharyngée, avec une étude succincte du pharynx et le tissu lymphoïde associé à la cavité buccale, c'est-à-dire les amygdales, c'est la partie qu'a démarré votre chargée de cours en présentiel. Donc, elle va poursuivre ce chapitre glande salivaire la prochaine séance, Inch'Allah. Et puis, dans ce présent chapitre, je vais faire les généralités pour introduire le palais, si vous voulez, appareil digestif dans sa totalité, et on va retrouver une structure générale commune
à tous les compartiments, tous les étages de l'appareil digestif en partant donc de l'œsophage jusqu'à l'anus, jusqu'au canal anal, en passant par donc le cardia, la frontière entre l'œsophage et l'estomac, la muqueuse gastrique, donc l'estomac, la paroi gastrique. On va étudier la paroi intestinale, donc l'intestin grêle, et puis on va passer à la paroi colique au niveau du côlon, du gros intestin. On verra aussi les caractéristiques globales de la paroi rectale, du rectum, et on terminera ce présent chapitre, Inch'Allah, par l'étude des caractéristiques structurales du canal anal. C'est la portion terminale de l'appareil digestif. Donc, voici en gros en quoi consiste ce chapitre, qui est un gros chapitre intitulé l'appareil digestif dans sa totalité et les glandes annexées à l'appareil digestif. Nous avons une partie des glandes qui sont annexées à la première portion de l'appareil digestif, c'est-à-dire celles qui sont annexées à la cavité bucco-pharyngée buccale, c'est les glandes salivaires, petites et grandes. Vous allez les poursuivre cette étude avec Dr Schnell. Et puis, l'étude détaillée, structurale, histologique des différents compartiments de l'appareil digestif en partant de l'œsophage jusqu'à l'estomac, par la suite la poche gastrique, et on va aussi voir l'intestin grêle, duodénum, jéjunum, iléum, et on va finaliser par le cadre colique, le côlon, le gros intestin, et ses caractéristiques, côlon transverse, ascendant, transverse, descendant, le sigmoïde. Nous avons le canal rectal juste avant le canal terminal anal. Donc, cette étude, je vais la faire moi-même, tout en faisant une étude structurale détaillée de la composition pariétale, donc de la paroi digestive dans chaque compartiment, dans chaque étage digestif. Pour ce faire, on va voir certaines généralités concernant cette étude et je vais démarrer aussi par l'histogénèse, un petit aperçu sur le développement embryonnaire sous forme d'histogénèse, c'est-à-dire on va voir d'où dérivent les différents composants de l'appareil digestif. Tout de suite, je vous dis que l'appareil digestif prend naissance durant le développement embryonnaire. À la fin de la 4e semaine du développement embryonnaire apparaît une ébauche qu'on appelle l'intestin primitif. Donc, c'est l'intestin, c'est l'ébauche de tout l'appareil digestif. Et cette ébauche, on va voir qu'elle est scindée en plusieurs portions que l'on va voir tout de suite après les généralités. Je continue pour l'étude de l'appareil digestif. J'ai envie de rajouter, en ce qui concerne le tube digestif, nous avons tous les compartiments du tube digestif avec les glandes annexées à l'appareil digestif, c'est-à-dire le foie et la vésicule biliaire et les voies biliaires extra-hépatiques. Donc le foie qui est la plus grande glande exocrine de votre corps, à vrai dire amphicrine, parce qu'il y a double fonction, on va le voir après. Donc nous avons le foie qui est le plus gros, si vous voulez, la plus grosse glande de notre corps, avec la vésicule biliaire, lieu de stockage de la bile et les voies biliaires extra-hépatiques. Et on va faire aussi l'étude d'une portion du pancréas, le pancréas exocrine. Parce que le pancréas, c'est une glande, double glande, exocrine et endocrine à la fois, avec sa fonction endocrine qui est réalisée par les îlots de Langerhans, où l'on trouve des cellules spécifiques à la sécrétion de l'insuline, du glucagon, de la sérotonine et de la protéine PP. On va voir ces détails après, Inch'Allah, dans la 4e unité sur le système endocrinien. Dans ce présent chapitre, on va voir la portion exocrine, c'est-à-dire les acides séropancréatiques. Ce sont des acides séraux purs qui participent à la fonction de sécrétion d'enzymes digestives qui correspondent à cette portion de ce pancréas qu'on appelle le pancréas exocrine, c'est-à-dire qui sécrète des enzymes digestives, des protéines enzymatiques digestives qui vont participer à la dégradation des aliments et dont le canal excréteur terminal pancréatique va aboutir dans la lumière du tube digestif pour sécréter des enzymes digestives qui vont participer à la dégradation
des protéines et des lipides au sein de l'appareil digestif. C'est ce qu'on appelle le pancréas exocrine. Donc, c'est cette portion-là qui fait partie de l'appareil digestif, du moins qui fait partie des glandes annexées au tube digestif qui participent à la digestion, c'est-à-dire à la dégradation des aliments. Donc, c'est en ça que consiste ce présent chapitre. Je vous ai fait un aperçu global assez général sur l'appareil digestif et le rôle. Voici donc au fait le plan de travail que j'ai adopté pour cette étude. Donc, vous avez après les généralités, un petit aperçu histophysiologique sur la digestion et les différents compartiments par lesquels passe la nourriture, donc les aliments, passent via la cavité buccale jusqu'à la défécation, c'est-à-dire sortie des déchets de la digestion. Et nous avons fait un petit aperçu embryologique sous forme d'histogénèse sur le développement de l'appareil digestif. Et dans le présent chapitre histologie de l'appareil digestif, je l'ai subdivisé. Je vous ai remis vous avez tous les cours et les diapos. Je vous ai donné les cours et les diapos. Oui ou non? Est-ce que vous avez reçu les cours et les diapos? Oui, madame. Oui. C'était collectif, mais il y a des gens qui n'ont pas reçu les cours. Donc, vous devez avoir 3 parties. Je les ai remis il y a longtemps aux délégués. Et j'ai demandé à ce qu'ils les communiquent à l'ensemble des étudiants. Je vous ai remis et le premier cours sur la cavité bucco-pharyngée. Je vous ai remis le cours sur le tube digestif. Donc, il y a en fait 3 parties. Et je vous ai remis le cours sur les glandes annexées au tube digestif, le foie et les voies biliaires avec le pancréas exocrine. J'ai remis 3 PDF sur l'appareil digestif, plus 2 diapos. Une diapo intitulée l'appareil digestif et l'autre le foie et les glandes. Donc la première diapo, c'est la cavité bucco-pharyngée et le tube digestif. Et la deuxième diapo, c'est sur les glandes annexées au tube digestif. Est-ce que vous les avez reçues ou pas? Oui. Tout le monde? Oui, oui. Très bien. Très bien. Voilà. Comme ça, vous allez suivre, que ce soit avec moi, que ce soit avec votre chargé de cours en présentiel. Donc, je disais que le premier chapitre, la cavité bucco-pharyngée, sera traité par le docteur Chimène. Donc, on la laisse de côté. Je peux bien sûr donner un petit aperçu sur ça, puisque c'est mon cours. Donc, la deuxième partie qui est la partie la plus longue et la plus complexe de ce chapitre appareil digestif, le tube digestif que je vous ferai moi-même par visioconférence. Donc, on va traiter le tube digestif dans sa totalité et dans son intégralité, en passant d'abord par une étude sous forme de généralité structurale sur l'organisation histologique globale des différents compartiments de l'appareil digestif, plus précisément du tube digestif, c'est-à-dire nous avons une structure commune à la paroi digestive qui se répète, que l'on retrouve un peu partout, bien sûr avec des différenciations pariétales, en passant de l'œsophage à l'estomac, de l'estomac à l'intestin grêle, de l'intestin grêle au côlon, du côlon, et bien sûr, ça a un rapport avec, bien sûr, les différentes voies de passage de l'alimentation. D'abord, il faut faciliter le passage au niveau de lubrifier le bol alimentaire, les aliments qui ont été broyés dans la cavité buccale. Il faut permettre leur passage et leur arrivée au niveau de l'estomac, où il y a le muscle gastrique qui va jouer un puissant muscle gastrique. D'ailleurs, c'est une particularité. On a 3 types de fibres musculaires. Début du péristaltisme, pour que les aliments soient bien malaxés au suc gastrique, aux enzymes gastriques, à la chlorhydrite qui est sécrétée par les cellules de la paroi gastrique. Tout ce travail étant fait, ce bol alimentaire qui va arriver au niveau de la paroi gastrique, qui va, après les mêmes opérations mécaniques et chimiques qui vont s'opérer au niveau de la paroi gastrique, il y aura donc transformation du bol alimentaire en chyme alimentaire. Et puis, par la suite, ce chyme alimentaire, il va être éjecté dans l'intestin grêle via la zone de jonction
gastro-intestinale, et puis le passage vers le duodénum, voie de passage, et ensuite vers l'iléon pour l'absorption de ces aliments. Le chyme alimentaire se sera transformé en un produit visqueux laiteux qu'on appelle le chyle alimentaire. Bon, ça c'est un peu de physiologie, mais c'est bien, comme ça va vous permettre de mieux assimiler et comprendre le cours. Et vous allez voir que la structure de la paroi gastrique, elle va différer de celle de l'œsophage, qui était une voie de passage. Et la structure de la paroi gastrique sera différente de celle de la paroi intestinale, puisque la paroi intestinale, c'est un lieu d'absorption. C'est l'absorption, elle se fait au niveau des intestins, donc de l'absorption. Ensuite, vers le côlon, il y aura réabsorption, récupération de l'eau. Et puis, il y a la microflore qui va intervenir au niveau du côlon pour dégrader certaines substances, pour la fabrication de certaines vitamines. Il y a aussi les déchets de cette digestion qui vont être récupérés au niveau du côlon, qui vont transiter via le rectum vers l'extérieur par le canal anal lors de la défécation. Et bien sûr, la structure de tous ces compartiments diffère d'un compartiment à un autre en fonction de l'état physiologique qu'on aura atteint lors de la digestion. Ça va? Et bien sûr, à tout ça, il y a les glandes annexées au tube digestif, le foie et le pancréas qui vont sécréter des enzymes digestives qui vont participer à la dégradation des protéines, des glucides, des protéines et des lipides. Et surtout, la bile qui va participer à la dégradation des lipides par le chylifère. On va voir tout ça, Inch'Allah, dans les cours à venir. Donc là, c'est un aperçu global sur le contenu, si vous voulez, de ce chapitre assez long et complexe. Je vais y aller doucement avec vous. Inch'Allah, vous allez bien comprendre la structure histologique de l'appareil digestif. Ça va? Je m'avais court. Donc, en fait, ça, c'est les généralités. Tout ce que j'ai raconté là, c'est les généralités. On vous dit que l'appareil digestif, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les organes, de toutes les structures, de tous les aliments qui participent aux fonctions digestives. Et quand je dis fonctions digestives essentielles, c'est un ensemble de mécanismes successifs en passant par d'abord l'ingestion des aliments, leur transformation mécanique et chimique en nutriments, au niveau d'abord de la cavité buccale, il y a les dents qui vont faire leur travail, la salive qui va faire son travail. Ensuite, l'absorption des nutriments dans la circulation sanguine, parce que c'est ça le but en fait, c'est d'apporter des nutriments à la circulation sanguine, qui vont être véhiculés par la circulation sanguine au niveau de chaque cellule, chaque parcelle de notre corps. Et bien sûr, pour ce processus, une fois fait, il faut éliminer les toxines, il faut éliminer les déchets de cette dégradation, de cette digestion. Donc, les déchets alimentaires, il y a lieu de les éliminer par défécation. Et ça se passe, tout ça, tous ces mécanismes, tous ces événements physio-histologiques s'opèrent au niveau de l'appareil digestif, des différents compartiments de l'appareil digestif. Donc, il y a lieu que les aliments soient fragmentés, digérés, et bien sûr, tout ça dans le but de faciliter leur absorption au niveau des intestins, leur passage dans le sang, souvent de nutriments. Donc, il y a plusieurs événements qui se succèdent et pour pouvoir donc transformer ces aliments. Dans la bouche, on a les dents, action mécanique plus une action via la salive. La langue, bien sûr, qui propulse. Hein, elle a une mobilité dans les 3 dimensions de l'espace, au bas, gauche, droite, et bien sûr, dans les 3 dimensions de l'espace, pour pouvoir faire bouger et donc malaxer bien les aliments qui vont être transformés dans un premier temps au niveau de la cavité buccale en bol alimentaire, qui va passer par un canal intermédiaire vers la poche gastrique par l'œsophage. Et bien sûr, il y a l'épiglotte qui va jouer un rôle pour empêcher le passage de ces aliments au niveau de la trachée, donc dans l'appareil respiratoire, sinon on va s'étouffer. D'ailleurs, parfois, quand on fait fausse route, on sent que quelque chose est passé dans les voies respiratoires par la trachée. Donc l'épiglotte, lors
de la déglutition, elle ferme la trachée pour éviter ces fausses routes des aliments. Vous me suivez, Yeresh, vous êtes là? Oui, madame. Donc, il y a l'œsophage qui va donc jouer l'intermédiaire pour transporter de transport du bol alimentaire vers la paroi gastrique, donc vers l'estomac. Au niveau de l'estomac, ce bol alimentaire va être transformé en une bouillie grâce à l'acide chlorhydrique et aux enzymes gastriques qui va nous donner ce qu'on appelle un chyme alimentaire. Ça, c'est de la physiologie, hein, donc, il y aura un travail qui va être fait par les puissants muscles gastriques qui se trouvent au niveau de la paroi gastrique. Donc, les muscles vont jouer un rôle, plus toutes les enzymes. Le suc gastrique, c'est quoi le suc gastrique? C'est l'ensemble des enzymes qui sont sécrétées par la paroi gastrique, plus l'acide chlorhydrique. Cet ensemble forme ce qu'on appelle le suc gastrique. Donc, dans la finalité, il y a ce chyme alimentaire qui va passer par la frontière qu'on appelle le pylore, la porte vers les intestins, on appelle le pylore. C'est la frontière entre la paroi gastrique et la paroi intestinale qu'on appelle le pilé ou bien le pylore. Ça va permettre le passage du chyme alimentaire dans l'intestin grêle. La première portion de l'intestin grêle, c'est le duodénum. Donc cette bouillie, au départ, c'est une bouillie, elle va devenir plus liquide, elle sera laiteuse et ça va permettre l'absorption intestinale. Le foie va sécréter la bile qui va permettre la dégradation enzymatique des graisses beaucoup plus. Et le pancréas, il y a le suc pancréatique. Et c'est l'ensemble de toutes les sécrétions du pancréas qu'on appelle suc pancréatique qui vont s'ajouter à la bile et à la sécrétion de l'intestin grêle. Donc, nous avons, au fait, au niveau de l'intestin grêle, on va se retrouver avec 3 types de sécrétions. La bile qui est sécrétée par le foie, la vésicule biliaire qui stocke cette bile, et cette bile qui est sécrétée par intermittence lors des repas. Nous avons la bile, nous avons le suc pancréatique qui va être sécrété par le pancréas exocrine. Rajoutez à cela le suc intestinal local qui est sécrété par l'intestin grêle lui-même. Et là, ça va permettre la transformation du chyme alimentaire en ce qu'on appelle le chyme alimentaire. Ça va, Yeresh, je te laisse? Oui, ça va. Donc, ces aliments vont être réduits en de très fines particules, molécules qu'on appellera nutriments. Et ces nutriments vont pouvoir traverser donc la paroi intestinale et directement passer dans le sang pour apporter les nutriments qu'il faut, véhiculer tous les nutriments à tout le corps, à toutes les parcelles de notre corps. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Et au niveau du gros intestin, tous les déchets, tout ce qui n'est pas passé par absorption dans le sang va être récupéré sous forme de déchets, hein, et ces déchets vont être retenus au niveau de la portion terminale du côlon, c'est-à-dire le rectum, et lors de la défécation, ça va se faire par le biais du canal final qui est le canal anal. Voilà, en gros, ce qui se passe physiologiquement au niveau des différents compartiments, un grand aperçu histophysiologique sur ce qui se passe lors de la digestion. Notre but, ce n'est pas de savoir comment se transforme le chyme en chyle et tout, mais je voulais quand même expliquer. Je voudrais que vous ayez quand même des notions de futurs médecins. J'ai voulu vous donner quelque chose d'assez complet pour ce présent chapitre, pour que vous puissiez bien assimiler la structure histologique. Après, on va rentrer dans le détail structural, donc l'histologie de l'appareil digestif. Avant de se faire, on va faire un aperçu sous forme d'histogénèse sur le développement embryonnaire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'appareil digestif apparaît sous forme d'une ébauche primitive qu'on appelle l'intestin primitif. Au début de la 4e semaine, je dirais même vers la fin de la 4e semaine, qu'elle est très nette, cette ébauche qu'on appelle l'intestin primitif. Et vous allez voir que nous avons 3 feuillets embryonnaires qui participent à la formation des différents constituants de l'appareil digestif, à commencer par l'ontoblaste qui, lui, sera à l'origine de tout ce qui est épithélium et tout ce qui est glande des différents compartiments de l'appareil digestif. Donc l'ontoblaste,
il va nous donner tous les épithéliums de la lumière qui bordent la lumière digestive. Ça va nous donner naissance aussi à tous les épithéliums et toutes les glandes aussi, tous les dérivés glandulaires. Nous avons aussi les organes lymphoïdes qui sont d'origine ontoblastique. Par contre, le deuxième feuillet, le mésoblaste, lui, qui entoure l'intestin primitif, qui se trouve aux alentours de l'intestin primitif, lui, il va donner naissance par la suite à tout ce qui est muscle, tout ce qui est tissu musculaire. Ça va donner aussi naissance à tout ce qui est tissu conjonctif, de toutes les parois digestives. Ça va également être à l'origine, le mésoblaste va donner naissance à tout ce qui est vaisseau, qu'il soit sanguin ou lymphatique. On a aussi la dernière tunique de la paroi de tous les compartiments digestifs qu'on appelle soit séreuse ou adventice. Vous allez voir que cette dernière tunique, on l'appelle adventice au niveau des extrémités de l'appareil digestif parce qu'elle est en étroite relation avec le tissu conjonctif voisin pour l'œsophage avec la trachée et pour le canal anal avec les organes génitaux. En ce qui concerne la sérose, c'est la sérose péritonéale. Donc, c'est le mésothélium du feuillet viscéral du péritoine. Donc, c'est cette dernière couche. Même cette dernière couche, elle est d'origine mésoblastique. On va voir après. Et on a un troisième feuillet embryonnaire. On ne va pas rechercher comment ça se passe. C'est juste à connaître. Sachez que l'entoblaste, il donne tous les épithéliums des différents compartiments digestifs. Il donne naissance à toutes les glandes. Il donne naissance à tout ce qui est tissu ou cellules lymphoïdes, organes. Par exemple, les plaques de Peyer, ce sont des organes lymphoïdes que l'on trouve au niveau de l'iléum, de l'intestin, en portion terminale iléale. Ce qu'on appelle les plaques de Peyer, c'est des follicules lymphoïdes agencés sous forme de plaques qui donnent naissance à un organe lymphoïde qu'on appelle les plaques de Peyer. Nous avons aussi les follicules, les gros follicules clos du côlon. Ce sont de gros follicules qui sont d'origine ontoblastique, etc. Et nous avons des cellules immunitaires lymphoïdes qui sont éparpillées un peu partout au niveau de la paroi gastrique. Nous avons des lymphocytes T au niveau de l'épithélium. Nous avons des LB et des macrophages qui se trouvent au niveau d'îlots cellulaires qu'on appelle follicules ou bien nodules lymphoïdes que l'on retrouve au niveau de la muqueuse digestive, ainsi de suite. Donc, je disais que pour le mésoblaste, lui, qui entoure l'ébauche ontoblastique, qui est l'intestin primitif, et ce mésoblaste, ce feuillet mésoblastique, lui, il sera à l'origine de tous les tissus musculaires, de tous les muscles lisses, striés de la paroi digestive, c'est le mésoblaste qui leur donne naissance. Tous les tissus conjonctifs, c'est le mésoblaste. Tous les vaisseaux sanguins et lymphatiques également, et la dernière couche, que ce soit séreuse, c'est-à-dire au niveau de la paroi gastrique, la dernière couche gastrique, la dernière couche de l'intestin, du côlon, c'est le mésoblaste qui donne naissance à ces couches-là. Et également au niveau de l'œsophage et du canal anal. Le troisième feuillet qui participe à la formation des différents composants de l'appareil digestif, c'est l'ectoderme ou bien l'ectoblaste. Quand je dis l'entoblaste, c'est l'entoderme aussi. C'est la même chose. Le mésoblaste et le mésoderme, c'est exactement la même chose. L'ectoblaste ou bien l'ectoderme, il donne ce qu'on appelle le stomodéum. Le stomodéum, c'est une partie de la bouche primitive, c'est-à-dire la bouche actuelle que l'on a, avec tous ses constituants, donc les lèvres, les gencives, le palais, les joues, et la langue. Une grosse partie de cette cavité buccale, donc de la bouche, est d'origine ectoblastique. Et cette partie-là, on l'appelle, durant le développement embryonnaire, à ce stade-là, ça s'appelle le stomodéum. C'est la bouche primitive, c'est celle-ci qui apparaît en premier lieu au niveau de l'ectoderme, ou bien l'ectoblaste, qui va être à l'origine par la suite des lèvres, des joues, des gencives, du palais et d'une grande partie de la langue. Ça va? Oui. Ça va? Très bien. Donc, on va un petit peu mettre un peu d'ordre.
En ce qui concerne l'intestin primitif, vous allez voir qu'il est scindé en trois parties. Nous avons une portion qu'on appelle l'intestin primitif antérieur. Vous allez voir que c'est la partie qui se trouve du côté haut de l'embryon céphalique. Et il y a dans l'intestin primitif antérieur, on a une partie haute qu'on appelle la partie céphalique. Nous avons la partie basse qu'on appelle la partie caudale. Ensuite viendra donc ce bourgeon de l'intestin primitif est scindé en trois bourgeons. Nous avons le bourgeon primitif, l'intestin primitif antérieur. Nous avons l'intestin primitif moyen et l'intestin primitif postérieur. Voici un schéma très simplifié qui représente un embryon après la 4e semaine quand même, parce que ça a un petit peu évolué, cette ébauche primitive, hein, cet intestin primitif qui s'est scindé en trois portions. La première portion, c'est l'intestin primitif antérieur, A, avec la partie haute qu'on appelle la partie céphalique, qui est l'intestin pharyngien, et la partie basse qu'on appelle l'intestin antérieur caudal, la partie caudale. Nous avons aussi l'intestin primitif moyen, ici, qui va donner d'abord des ébauches sous forme d'anse intestinale, donc pour donner par la suite tous les intestins, une grande majorité des intestins, jusqu'à une portion du côlon. Et on aura la partie finale, terminale, qui est l'intestin postérieur, qui va être à l'origine, vous allez voir, de la suite du côlon, donc la partie finale du côlon, je dirais même la partie transverse, le côlon descendant, le sigmoïde, une grande partie du côlon, je dirais. Donc, tous les intestins, ils sont dérivés de l'intestin primitif moyen et la portion, une grande partie du côlon va dériver de l'intestin primitif postérieur, y compris le canal rectal et le canal anal. Donc, pour remettre de l'ordre, on vous dit que l'intestin primitif antérieur, il y a deux portions. Une portion céphalique qu'on appelle l'intestin pharyngien. Son nom indique qu'une grande partie du pharynx et tous les dérivés glandulaires et lymphoïdes dérivent. Vous avez vu même dans l'appareil respiratoire que c'est l'intestin primitif antérieur qui est l'ébauche du diverticule respiratoire. Normalement, vous l'avez vu avec Dr Chinet, c'est ça. Donc, le diverticule respiratoire, oui ou non, dérive de l'intestin primitif antérieur. Eh oh! Oui, madame. Schématiquement, nous avons l'intestin antérieur, nous avons le bourgeon respiratoire, ou bien le diverticule respiratoire, ou bien le diverticule pulmonaire. Ça, c'est ce qui va donner par la suite l'appareil respiratoire. Il dérive de l'intestin, donc antérieur, primitif antérieur, qu'on appelle aussi l'intestin pharyngien, ou bien portion céphalique de l'intestin primitif antérieur. Donc, cette partie-là, elle sera à l'origine d'une grande partie de la cavité buccale, du pharynx, une grande partie du pharynx, avec tous les dérivés glandulaires et tous les tissus lymphoïdes. Rajoutés à cela, sans oublier le bourgeon respiratoire ou bien le bourgeon pulmonaire, qu'on appelle aussi le diverticule respiratoire, qui dérive de l'intestin primitif antérieur, plus précisément de la portion céphalique qu'on appelle intestin pharyngien de l'intestin primitif antérieur. Ça va? Oui, ça va. Voilà. L'autre partie, qui est la partie caudale de l'intestin antérieur, cette partie-là, vous allez voir que cette partie-là, elle est à l'origine de l'œsophage. C'est à connaître, hein? Il faut l'apprendre. Donc, cette partie caudale, elle est à l'origine de l'œsophage. Elle va donner la poche gastrique, donc l'estomac. Elle va nous donner une partie, la première partie du duodénum, donc la portion proximale duodénale, avec les glandes annexées au tube digestif, c'est-à-dire le pancréas et le foie
avec les voies biliaires, donc la vésicule biliaire et les voies biliaires extra-hépatiques. Tous ces composants, tous ces constituants, tous ces éléments dérivent de la partie caudale de l'intestin primitif antérieur. Donc, je répète, l'œsophage, l'estomac, la partie proximale duodénale et les glandes annexées au tube digestif, c'est-à-dire le foie et les voies biliaires extra-hépatiques, plus le pancréas, dérivent tous de la partie caudale, donc la partie terminale de l'intestin primitif antérieur. Ça va, Yavesh? Je continue? Oui. Très bien. Quand je dis Yavesh, j'ai compris tout le laisse, hein? J'ai compris les filles. D'accord? Oui, madame. Pour l'intestin primitif moyen, on va voir, donc ça suit, on va voir ce qui reste maintenant. On a l'intestin primitif moyen, on s'est arrêté où? On s'est arrêté, donc on a eu l'œsophage, qu'est-ce qui manque? L'estomac, la partie proximale du duodénum. Donc il va nous manquer la partie terminale du duodénum et tout ce qui suit, c'est-à-dire après le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. Il y a le jéjunum, il y a l'iléon, il y a le cécum, il y a l'appendice et il y a le côlon par la suite. Donc, sachez que l'intestin primitif moyen, quant à lui, il donne naissance à tous ces constituants, à tous ces segments. Donc, la partie terminale du duodénum, le jéjunum, l'iléon, le cécum, l'appendice, qui est dû donc à la portion terminale de l'intestin grêle. C'est un organe nervoïde aussi. Et une grande partie du côlon, c'est-à-dire le segment ascendant et les 2/3 du côlon transverse. Tous ces composants naissent ont comme origine l'intestin primitif moyen. Ça va? Et tout ce qui reste maintenant, donc qu'est-ce qui reste? Donc le côlon, nous avons le côlon ascendant. Nous avons 2/3 du côlon transverse. Qu'est-ce qui manque? Il manque le tiers terminal du côlon transverse. Donc, le reste du côlon, c'est-à-dire le tiers distal ou bien terminal du côlon transverse. Mais il manque aussi le côlon descendant et nous avons aussi le côlon sigmoïde. Qu'est-ce qui manque à l'appareil digestif? Le canal rectal et le canal anal. Quant à eux, tous ces composants dérivent de la dernière portion de l'intestin primitif, c'est-à-dire de l'intestin primitif postérieur. C'est à connaître, je le répète. C'est clair, Ayavesh, je te laisse? Voilà. Les bosses hépatiques, c'est les bosses du foie, les bosses pancréatiques. Là, c'est la partie caudale de l'intestin antérieur. Pour l'intestin moyen, il donne une grosse partie du duodénum, des intestins. Et l'intestin postérieur, il donne le reste en partant du tiers distal du côlon, hein, jusqu'au côlon sigmoïde, hein, et le canal rectal et le canal anal pour l'intestin postérieur. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc, en ce qui concerne l'histologie de l'appareil digestif, je vous l'ai déjà expliqué, je vais juste remettre encore de l'ordre pour la dernière fois. Donc, l'appareil digestif comporte la cavité buccale à laquelle sont associés l'oropharynx et les glandes salivaires. Vous allez traiter ce chapitre, toutes les glandes, vous allez les traiter avec Dr Schmidt. Vous allez traiter les glandes de la cavité buccale, les glandes salivaires. On a deux parties, deux variétés. Nous avons des petites glandes salivaires qu'on appelle glandes salivaires mineures ou glandes salivaires accessoires, qui sont des glandes microscopiques, qui sont enfuses dans la muqueuse buccale. On les retrouve dans la muqueuse buccale. Et nous avons les grandes glandes salivaires qui sont en nombre de deux, donc elles sont paires. Les deux parotides qu'on retrouve sous les oreilles, elles sont macroscopiques, visibles à l'œil nu. Vous pouvez même les toucher avec le bout des doigts si vous palpez sous vos oreilles. Derrière l'oreille, nous avons les parotides. Les deux grandes, c'est les plus grosses glandes, les plus grandes glandes salivaires. Nous avons les sublinguales sous la langue et les sous-mandibulaires ou bien sous-maxillaires. C'est sous la mâchoire inférieure. Nous avons ces trois paires de glandes salivaires principales qui sont des glandes macroscopiques, qui sont des organes glandulaires pairs. Voilà. Et ça, vous allez traiter en présentiel avec votre chargé de cours, deuxième chargé de cours.
Le tube digestif proprement dit, qui est formé de l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, duodénum, jéjunum, iléon, gros intestin, avec tous ses composants, c'est comme appendice, colon ascendant, transverse, descendant, sigmoïde, et en finalité le canal rectal, le canal anal. C'est la plus grosse partie de l'appareil digestif, le tube digestif proprement dit. C'est moi-même qui vais vous faire ces cours-là. D'accord? Et la troisième partie, ce sont les glandes annexées du tube digestif, c'est-à-dire vous allez voir succinctement une petite partie du pancréas, qu'on appelle le pancréas exocrine, parce que l'autre partie, on va la voir, Inch'Allah, dans l'unité 4, dans le système endocrinien, les îlots de Langerhans, qui correspondent au pancréas endocrine. Donc là, c'est juste la portion exocrine du pancréas. Vous allez voir les acides viscéropancréatiques qui sécrètent du sucre pancréatique sous forme d'enzymes qui aboutissent à l'appareil digestif via un canal donc glandulaire excréteur. Et vous allez étudier aussi le foie qui est une glande aussi amphicrine, mais vous allez voir certaines notions homotypiques et hétérotypiques, vous allez les voir après en cours. Donc, vous allez étudier aussi le foie et les voies biliaires avec la vésicule biliaire et les voies biliaires extra-hépatiques. OK? Donc, je vais rentrer dans la cavité bucco-pharyngée. Vous l'avez entamée avec votre chargé de cours, vous allez la poursuivre. Et là, je vais faire les généralités sur le tube digestif. Vous n'avez pas eu de diapo dans le cours passé. Le data show, il n'a pas marché. Oui, il n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec le data show. J'ai signalé cela parce que la déléguée l'a dit. Je l'ai signalé, normalement, c'est réglé. J'espère que la séance prochaine, vous allez faire un cours en bonne et due forme avec le data show parce que normalement, c'est réglé. J'ai été voir les responsables. Ils ont envoyé une équipe qui a réparé le problème. Est-ce que vous avez eu des cours avec le data show cette fin de semaine? Parce qu'on m'a dit que c'est réglé. Oui, on a fait anatomie avec le data show. Donc, il a été réparé, c'est vrai. Oui. Ouais. Très bien. Très bien. Il a été réparé, c'est ça? Oui. Oui, madame. Voilà. Eh ben, très bien. Donc, pour le tube digestif proprement dit, donc, c'est moi-même qui vais faire cet enseignement jusqu'à la fin. Donc, on va rentrer dans les détails histologiques du tube digestif. Quand je dis tube digestif proprement dit, j'entends par là les composants structuraux suivants. L'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle qui est composé de 3 portions, duodénum, la partie proximale de l'intestin grêle, et la partie moyenne, c'est ce qu'on appelle le jéjunum. Vous allez voir après pourquoi ils ont des noms. Vous allez voir que dans la structure, il y a des différences. Et l'iléon. En histologie, on combine le jéjunum et l'iléon parce qu'ils ont presque la même structure histologique, sauf au niveau de la partie terminale iléale, où il y a des caractéristiques spécifiques à cette portion-là, où on retrouvera un tissu lymphoïde particulier qui va envahir la portion finale de l'iléon qu'on appellera les plaques de Penner. Donc, ensuite, on va voir le gros intestin, c'est comme l'appendice, le côlon ascendant, surtout la structure histologique du côlon ascendant, transverse, descendant et sigmoïde. En gros, on ne va pas rentrer dans la subdivision parce qu'en fait, dans la structure histologique, ils ont pratiquement presque la même structure histologique. On va voir aussi le canal rectal et le canal anal avec leurs particularités structurelles. Et bien sûr, chaque segment, chaque étage, chaque compartiment de ce tube digestif présente des particularités structurales et des caractéristiques propres à chacun en relation avec sa fonction physiologique. D'accord? Voilà. Donc, on va voir maintenant la structure histologique globale de la paroi du tube digestif. On a vu dans le chapitre appareil cardiovasculaire les caractéristiques globales
des vaisseaux, quel que soit le vaisseau. On a dit que quand c'est des organes creux, d'ailleurs même le tube digestif, ce sont des organes creux, donc nous avons une lumière, une cavité au niveau de l'intestin. On a la poche gastrique avec la lumière gastrique, la cavité gastrique, hein, et nous avons la paroi gastrique. Au niveau des intestins, c'est pareil, c'est des tubes, c'est de gros tubes avec une lumière intestinale, hein, la cavité des intestins plus la paroi intestinale. Pareil pour le côlon, nous avons la lumière du côlon, hein, du gros intestin, avec la paroi donc colique du côlon. Pareil pour le rectum et le canal anal. Ce sont des canaux, donc leur lumière, ils ont une lumière, une cavité avec une paroi. Cette paroi, on l'appellera paroi digestive selon le compartiment. Si on est au niveau du côlon, c'est la paroi colique. Si on est au niveau de l'estomac, c'est la paroi gastrique. Si on est au niveau de l'œsophage, qui est un canal aussi, on est au niveau de la paroi œsophagienne, et ainsi de suite. D'accord? Ça va, Yael, je te laisse? Oui, madame, ça va. Donc, par rapport à cette segmentation, à cette, la structure de cette paroi digestive, quel que soit l'étage, quel que soit le compartiment où on se trouve, on a une paroi qui représente des caractéristiques communes, du moins dans l'appellation des tuniques qui constituent cette paroi. Donc, on va retrouver cette notion de superposition de façon concentrique de 5 tuniques de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire de la lumière digestive. Si je suis au niveau de l'estomac, je dirais de la lumière gastrique. Si je suis au niveau, ainsi de suite. Donc, de la lumière vers du tube, du canal considéré ou du tube considéré, vers l'extérieur. On a cette superposition de 5 tuniques concentriques qui sont de dedans en dehors, de l'intérieur vers l'extérieur, de la lumière vers l'extérieur, les suivantes. Nous avons une première couche qu'on appellera la muqueuse. Vous allez voir que cette muqueuse elle est faite de 2 parties, un épithélium et un cordon sous-jacent. Nous avons une couche, dans certains ouvrages, dans certains livres, cette deuxième tunique, ils la rajoutent à la muqueuse, ils disent que c'est le muscle de la muqueuse. Mais nous, en histologie, on va la séparer, je préfère la séparer parce que c'est une couche à part, c'est une couche musculaire qui est bien distincte entre la muqueuse et la sous-muqueuse. Donc, nous avons ce qu'on appelle la musculaire muqueuse. Donc, son nom indique qu'elle s'appelle la musculaire muqueuse, c'est-à-dire c'est le muscle de la muqueuse. C'est la partie musculaire de la muqueuse. C'est une tunique intermédiaire faite de muscles qui se situe entre la muqueuse et la sous-muqueuse. Cette musculaire muqueuse s'appelle aussi, on va le voir tout à l'heure, la muscularis mucosae, c'est du latin. La troisième tunique s'appelle la sous-muqueuse, on va voir ses caractéristiques aussi globalement. Après, on va voir les caractéristiques particulières, spécifiques au niveau de chaque compartiment dans les cours à venir, Inch'Allah. La quatrième et avant-dernière tunique s'appelle la musculeuse. Son nom indique que c'est une couche de muscles bien particulière. On appelle la musculeuse, faite de muscles. Et la toute dernière couche s'appellera la couche, on dira la couche externe. C'est soit une adventice. Cette adventice, c'est la couche externe des segments du tube digestif au niveau des extrémités de l'appareil digestif, c'est-à-dire l'extrémité proximale de l'œsophage qui est en contact avec le tissu conjonctif de la trachée derrière. Et nous avons aussi la portion terminale du canal anal en rapport avec le tissu conjonctif de l'appareil génital. Par contre, entre ces deux extrémités, nous avons la sérose péritonéale, le péritoine, qui entoure extérieurement tout le tube digestif. Et dans ce cas-là, là où il y a la sérose, le feuillet séreux péritonéal, la 5e couche, on lui donnera le nom de sérose. Voilà. Oui, madame.
Voici les 5 couches représentées dans une... Ça c'est une microphotographie schématisée, si vous voulez. Voici les 5 couches du tube digestif en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une muqueuse qui est faite d'un épithélium avec un chorion sous-jacent, on va voir après. Regardez ici, on a l'épithélium, nous avons le chorion sous-jacent et nous avons ici la musculaire muqueuse. C'est le muscle de la muqueuse. J'ai dit, et je répète, parfois certains auteurs parlent de 4 couches. Mais quand ils disent qu'il y a 4 couches, ils vous disent une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et la couche externe, soit l'adventice ou la sérose. Mais quand ils parlent de la muqueuse, ils lui rajoutent cette musculaire muqueuse parce qu'on vous dit que cette musculaire muqueuse, c'est le muscle de la muqueuse. Regardez son nom. Donc, ils vont mettre cette flèche de là jusque là pour dire muqueuse. Ils vont donc rajouter à l'intérieur de la muqueuse la musculaire muqueuse. Vous avez compris? Oui. Oui. Très bien. Moi, je préfère cette subdivision en 5 couches. Muqueuse, musculaire muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, qui est une couche très épaisse de muscles, musculeuse. Regardez, parce que là, c'est l'orientation des fibres musculaires. Regardez l'épaisseur de la musculeuse. On a 2 couches de fibres musculaires en général, sauf au niveau de la paroi gastrique où on a 3 couches. Mais dans l'autre tube, dans les autres compartiments du tube digestif, nous avons 2 couches. Il y a des fibres musculaires circulaires et il y a des fibres musculaires longitudinales. Donc là, l'incidence de coupe, soit on coupe ainsi, on touche ainsi la cellule, ou bien en longueur. Et la toute dernière couche, elle est en bas, elle n'est pas bien représentée. Voilà, une représentation tridimensionnelle de n'importe quel, peu importe, donc au niveau, puisqu'on a dit séreuse, donc c'est au niveau, en dehors des 2 extrémités, on n'est pas au niveau de l'extrémité terminale du canal anal, on n'est pas au niveau de l'extrémité proximale de l'œsophage. On est entre les deux. Et cette coupe, elle a été faite pour, c'est une coupe générale, en général, pour représenter les 5 tuniques. Regardez ici, d'ailleurs, je vous ai choisi ce schéma pour que vous compreniez ce que j'ai raconté tout à l'heure. Regardez ici, ils ont dit muqueuse. Dans la muqueuse, il y a l'épithélium, le lamina propria qu'on appelle le chorion aussi. C'est le chorion qu'on appelle, dans l'écrit, je l'ai précisé. Donc, la lamina propria, le chorion sous-jacent, et nous avons la muscularis mucosa qu'ils ont associé à la muqueuse. Donc là, ils ont représenté 4 tuniques. Et c'est exactement la même chose. Nous avons la sous-muqueuse, nous avons la musculeuse, et ici, nous avons une sérose. Voilà. On va voir un petit peu avec des détails les caractéristiques globales de chaque tunique. Mais là, c'est sous forme de généralité parce que cette muqueuse, en fait, c'est la composition de l'une ou de 2 ou de 3 tuniques de cette paroi qui fait la différence en passant de l'œsophage à la paroi gastrique, à la paroi intestinale, au canal anal, etc. On va voir que c'est ça le détail. Ça diffère d'un compartiment à un autre. Mais en gros, on retrouvera au niveau de la muqueuse la composition suivante. Donc, cette muqueuse varie selon le compartiment et les tâches considérées au niveau du tube digestif, mais ce qui a lieu de savoir, c'est que, quelles que soient les tâches considérées, la muqueuse est faite d'un épithélium et d'une lamina propria qu'on appelle le chorion. Donc, c'est le tissu conjonctif sous-jacent à cet épithélium qui forme ce qu'on appelle dans l'ensemble, épithélium plus chorion forme la muqueuse. Puisque nous, personnellement, j'ai adapté la classification en 5 couches, c'est-à-dire la musculaire muqueuse à part. D'accord? Donc, la muqueuse, elle est faite d'un épithélium de revêtement. On vous dit qu'il est souvent prismatique.
il est au niveau de la paroi gastrique, intestinale, au niveau du côlon, sauf particularité, au niveau de l'œsophage, il ressemble à celui de la cavité buccale, il est pluristratifié. Mais en dehors de l'œsophage et du canal anal, où aussi il est pavimenteux stratifié, vous allez remarquer la chose suivante, c'est au niveau des extrémités. Donc, la cavité buccale, au préalable, au niveau de la muqueuse buccale, on a un épithélium malpigien, c'est-à-dire pavimenteux, pluristratifié, non kératinisé. Il se suit au niveau de l'œsophage et vous allez voir que au niveau de la jonction entre l'œsophage et la paroi gastrique, de façon très brutale, hop, on passe d'un épithélium pluristratifié à un épithélium simple, pluristratifié pavimenteux, à un épithélium simple prismatique. On va le voir dans la suite, Inch'Allah. D'accord? Donc, mais en gros, l'épithélium de revêtement, il est souvent prismatique simple, sauf, je le répète, au niveau des extrémités du tube digestif, c'est-à-dire l'œsophage et le canal anal, où il est pavimenteux pluristratifié. C'est tout à fait normal parce que cet épithélium, il épouse l'épithélium de la partie qui vient après. Au niveau de l'épithélium anal, qu'est-ce qui suit? C'est l'épithélium de la peau après l'anus. Donc là, cet épithélium, il est pavimenteux, carrément pluristratifié, kératinisé. Celui du canal anal, sauf au niveau de l'extrémité terminale, il n'est pas kératinisé. Il est juste pavimenteux, pluristratifié, pavimenteux, c'est-à-dire de type malpigien. Et nous avons aussi celui de l'œsophage qui n'est pas kératinisé. Donc, il est pavimenteux, pluristratifié. En dehors de ces deux extrémités, l'épithélium à l'intérieur, donc la paroi gastrique, intestinale, colique, rectale et proximale anale, cet épithélium, il est simple, donc unistratifié, et les cellules, c'est la forme prismatique qui l'emporte. D'accord? Ça va, Yara Chitoula, cette team-là? Oui, ça va. Bien sûr, les cellules de cet épithélium, selon l'étage où on se trouve, elles sont adaptées à, bien sûr, à la fonction. Si on est au niveau de la paroi gastrique, les cellules épithéliales de la paroi gastrique diffèrent des cellules épithéliales de la paroi intestinale. Pourquoi? Parce que celles de la paroi gastrique, ce sont des cellules qui vont sécréter des enzymes de dégradation et de l'acide chlorhydrique. Donc, elles vont avoir des cellules particulières. Cet épithélium va présenter des cellules particulières. Il y aura des glandes qui vont s'ouvrir dans cet épithélium pour sécréter des enzymes digestives, pour sécréter aussi de l'acide chlorhydrique. Et si je passe à l'intestin, j'aurai un autre type de cellules au niveau de l'épithélium. Ce sera des cellules adaptées à l'absorption, puisqu'au niveau de l'intestin, c'est l'absorption. Donc, il y aura des cellules absorbantes. Ces cellules, dans cet épithélium, il aura un autre type de cellules en fonction de la fonction qu'il a à faire, en fonction de l'étage étudié. C'est tout à fait normal. Oui. Donc, sous l'épithélium, il y a ce qu'on appelle un chorion, qui est un tissu conjonctif lâche sous-jacent à cet épithélium, qui, dans certains ouvrages, à vrai dire, le terme le plus utilisé, c'est chorion. Mais il y a dans certains livres, dans certains ouvrages, vous trouverez le terme lamina propria, dans certains schémas. Sachez que la lamina propria, c'est la lame propre à la muqueuse. C'est du latin qui signifie la lame propre à la muqueuse, c'est-à-dire la couche sous-jacente à l'épithélium. C'est le chorion, qu'on appelle la lamina propria. Je vous ai mis ce nom pour que vous ne vous perdiez pas. Si vous trouvez un livre ou un ouvrage, ça signifie chorion, ça signifie tissu sous-jacent à l'épithélium de la muqueuse. D'accord? C'est quoi ce chorion? Il est composé de quoi? C'est un tissu conjonctif lâche où l'on trouve plusieurs éléments. On retrouvera des fibroblastes, on retrouvera une vascularisation, une innervation. Donc, il y aura des vaisseaux sanguins, il y aura des nerfs, il y aura des glandes exocrines sous lesquelles on va observer. On aura aussi du tissu lymphoïde, des cellules immunitaires, un tas d'éléments au niveau de ce chorion et le tissu lymphoïde qui se trouve au niveau
de ce corian de la muqueuse a un nom propre qu'on appelle le malt. C'est malt qui signifie mucosé associé de lymphoïde tissu, c'est de l'anglais qui signifie le tissu lymphoïde annexé ou bien associé en muqueuse. C'est ce qu'on appelle le malt. C'est d'un étage à un autre. On peut retrouver sous les glandes exocrines qui se trouvent au niveau du corian du tissu lymphoïde sous forme de cellules immunitaires éparpillées ou bien sous forme de follicules lymphoïdes. C'est des amas de centaines, voire de milliers de cellules lymphoïdes regroupées sous forme d'îlots qu'on appelle les follicules lymphoïdes. Et ceux-ci, on les retrouve au niveau du corian de la muqueuse. Ce tissu lymphoïde qu'on retrouve au niveau du corian de la muqueuse, on lui a donné un nom diminutif, malt, qui signifie tissu lymphoïde associé en muqueuse. Ça va? Oui. Ça va? Donc, voilà les caractéristiques globales de la muqueuse. On va revenir à la deuxième tunique, c'est-à-dire la musculaire muqueuse, ou qui est appelée également, souvent, on l'appelle muscularis mucosée. Celle-ci, son nom indique musculaire muqueuse, c'est-à-dire que c'est une partie sous-jacente à la muqueuse qui est faite de fibres musculaires certainement, musculaires. Donc, elle est constituée de fibres musculaires lisses. Et cette musculaire muqueuse, vous allez voir qu'il y a toujours des caractéristiques au niveau un peu différentes au niveau des extrémités supérieures et inférieures du tube digestif, c'est-à-dire au niveau du tiers supérieur de l'œsophage, qui est le début du tube digestif, et la zone terminale anale, la zone anale externe. Au niveau de ces deux extrémités, il y a toujours des particularités. Donc, cette musculaire muqueuse, elle n'est pas présente. On vous dit qu'elle est absente aux extrémités du tube digestif. Et vous allez voir d'ailleurs, dans le tiers supérieur de l'œsophage, elle est quasiment absente. Il n'y a pas de musculaire muqueuse. Nous avons une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et la couche externe. Par contre, dans le tiers supérieur de l'œsophage, dans le tiers moyen de l'œsophage, cette musculaire muqueuse commence à apparaître sous forme fragmentaire. Au niveau du tiers terminal de l'œsophage, on va voir l'apparition totale de la musculaire muqueuse. Par contre, dans la zone externe anale, c'est le contraire. Dans la zone anale supérieure, la musculaire muqueuse, mais elle est assez fine, mais elle est là. Au niveau du tiers moyen du canal anal externe, elle tend à disparaître, elle est fragmentaire, elle commence à disparaître dans certains endroits. Au niveau de la zone anale externe, l'extrémité terminale de l'anus, il n'y a pas de musculaire muqueuse. Et tout ça, on va le revoir dans chaque compartiment. Hein. Quand on va arriver dans chaque compartiment, on va noter ces particularités. N'ayez crainte, hein. C'est juste des généralités. Je continue. Donc, on va voir les caractéristiques globales de la sous-muqueuse. La sous-muqueuse, c'est quoi? Donc, après la musculaire muqueuse, muscularis mucosée, nous avons une couche, une tunique qu'on appelle la sous-muqueuse. Cette sous-muqueuse, vous allez voir, elle est faite de quoi? Cette sous-muqueuse, elle est faite d'un tissu conjonctif qui comporte des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Mais elle comporte particulièrement un plexus nerveux. On va voir après ce que c'est que ce plexus nerveux. Un plexus nerveux, c'est-à-dire un réseau de fibres nerveuses, et je vous rajouterai un terme, carrément des ganglions nerveux. Avant, on disait que c'est uniquement au niveau du système nerveux que l'on a des neurones entiers. Il s'est avéré que ce n'est pas juste. Je ne sais pas si vous vous documentez un petit peu, si vous voyez des revues Sciences et Vie, des revues scientifiques médicales, on vous parle, on vous dit, on a un petit cerveau dans l'estomac. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez rencontré quelque chose de ce genre? Le système nerveux entérique. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré quelque part? Quand vous avez peur, vous avez mal au ventre, ça. Oui. Souvent, certaines personnes, quand elles ont peur,
quand elles sont angoissées, elles vomissent. Certaines personnes, quand elles ont peur, elles ont mal au ventre. Qu'est-ce qui réagit ainsi? C'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Entérique, c'est-à-dire, c'est le système nerveux interne à la paroi digestive. Et nous avons pas uniquement des fibres nerveuses, mais nous avons carrément des plexus nerveux où l'on retrouvera des ganglions nerveux. C'est quoi un ganglion nerveux? C'est un amas de cellules nerveuses entières avec leur corps cellulaire et les fibres nerveuses. C'est-à-dire, c'est un petit système nerveux infiltré, inséré dans la muqueuse digestive. Tout comme on a le tissu nodal au niveau cardiaque, nous avons un tissu nerveux entérique, un plexus nerveux, un réseau nerveux infiltré, inséré dans la muqueuse digestive. C'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Et nous avons quand même des millions de neurones, de cellules nerveuses, et il y a beaucoup de ganglions nerveux. Bien sûr, ce système nerveux entérique, il est rattaché au système nerveux central via des fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques. Je ne sais pas, est-ce que je vous apprends quelque chose, là, vous le saviez déjà, mais sachez qu'on a un petit, d'ailleurs, ça a fait là, il y a une dizaine d'années de cela, un petit cerveau dans le ventre, un petit cerveau dans les intestins. Ça a fait quand même la une scientifique. On a découvert qu'il y a des neurones entiers avec leurs fibres nerveuses et on a donné à cette innervation interne de la paroi digestive le nom de système nerveux entérique, c'est-à-dire interne à la muqueuse gastrique. Et donc ces fibres nerveuses, ces plexus nerveux, ces réseaux nerveux sont représentés, on les retrouve au niveau de 2 tuniques, il y a même au niveau, à vrai dire, de la muqueuse, mais on en parle très rarement. Bon, je parle uniquement de ceux qui sont très bien connus, de Zawa, au niveau de la muqueuse. Bon, je ne veux pas en parler parce que c'est très nouveau, vous allez l'apprendre après. Donc, je vais vous parler de ceux-là, ces 2 plexus nerveux que l'on a au niveau de la sous-muqueuse, un deuxième plexus nerveux que l'on a au niveau de la musculeuse. Ce sont des plexus nerveux qui s'installent, qui sont donc imbriqués à l'intérieur de la 3e tunique, donc de la sous-muqueuse. Celui de la sous-muqueuse a reçu le nom de plexus de Messner et celui de la musculeuse a reçu le nom de plexus d'Orbach. Oui. Et les plexus nerveux, hein, submuqueux ou bien sous-muqueux. Enfin, regardez. Il est au niveau ici de la sous-muqueuse. Le plexus nerveux, regardez, c'est des réseaux nerveux. Et il y a aussi un plexus nerveux au niveau de la musculeuse qui s'appelle le plexus nerveux méentérique d'Orbach. Et bien sûr, il est connecté, ils sont tous les 2 connectés, bien sûr, aux fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques qui vont aller vers, donc aux fibres nerveuses qui vont aller vers le cerveau, le système nerveux central. Donc, à votre stade, sachez que ça existe quand même. Hein. La science, ça fait quand même beaucoup de progrès et on découvre un petit cerveau dans les intestins, dans notre tube digestif. Vous avez appris quelque chose? Oui, ça va. Donc, je reviens à la sous-muqueuse. Donc, en plus de ce plexus nerveux qui s'appelle plexus de Messner, on peut retrouver au niveau de la sous-muqueuse des éléments lymphoïdes parce qu'on a vu qu'on en trouvait au niveau du cordon de la muqueuse, mais même dans la sous-muqueuse, dans certains compartiments du tube digestif, précisément au niveau du côlon, on peut retrouver du tissu lymphoïde, des éléments lymphoïdes. Et c'est le cas des gros follicules lymphoïdes du côlon, du gros intestin. Et nous retrouvons également, c'est une exception, hein, c'est-à-dire les éléments lymphoïdes, c'est beaucoup plus au niveau du côlon qu'on a ça au niveau de sa sous-muqueuse.
Et nous avons aussi au niveau de la sous-muqueuse des glandes exocrines, mais ces glandes exocrines, on ne les retrouve pas au niveau de la sous-muqueuse de tous les étages digestifs, mais uniquement au niveau de l'œsophage et du duodène. D'accord? Ça, en ce qui concerne Elkim Larieresh, je te laisse. Oui, madame. Donc, la quatrième avant-dernière tunique, c'est la musculeuse. Donc, cette musculeuse, son nom, elle porte bien son nom. Elle indique qu'elle est formée de fibres musculaires, de muscles. Donc, et cette musculeuse, elle est disposée, en général, elle a une disposition en deux couches de fibres musculaires lisses. Deux couches de fibres musculaires lisses. Entre ces deux couches de fibres musculaires lisses, l'une elle est interne circulaire, l'autre elle est externe longitudinale, on va voir les détails après. Entre ces deux couches se trouve le deuxième plexus nerveux, entérique, qu'on appelle le plexus mi-entérique d'Orbach. Voilà. Donc, il est imbriqué entre les deux couches de fibres musculaires lisses de la musculeuse. On vous dit, donc la musculeuse, en général, tous les compartiments, tous les étages digestifs présentent deux couches de fibres musculaires lisses, entre lesquelles se trouve le plexus d'Orbach, sauf au niveau de l'estomac où on a carrément une troisième couche interne oblique pour renforcer la musculature gastrique. Donc, il y a une troisième couche de fibres musculaires au niveau de l'estomac. D'accord? Donc, en général, nous avons deux couches de fibres musculaires lisses, mais au niveau de l'estomac, on en a trois couches. D'accord? Et l'orientation, elle diffère. Et dans chaque étage, on va revoir l'étude de cette paroi, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça, c'est dans le cadre des généralités. On va vous rajouter une autre caractéristique, une autre particularité de la musculeuse. On vous dit, au niveau des deux extrémités du tube digestif, c'est-à-dire quoi? Au niveau de l'extrémité proximale œsophagienne et au niveau de l'extrémité terminale anale, on va retrouver, parce qu'on vous dit ici, je l'écris en gras, deux couches de fibres musculaires lisses. On vous dit, aux deux extrémités du tube digestif, on retrouve des fibres musculaires striées. OK? Et on va bien sûr faire ça, on va faire tout ça en détail dans chaque étage digestif. La toute dernière couche qu'on appelle la tunique externe, je vous l'ai déjà expliqué, elle peut porter soit le nom d'adventice ou de sérose. Si elle est recouverte par le feuillet viscéral du péritoine, cette dernière tunique, la couche la plus externe, va porter le nom de sérose, si elle est tapissée par le mésothélium du feuillet viscéral de la sérose péritonéale. Par contre, si elle est en communication avec les organes voisins, comme c'est le cas au niveau des extrémités, le canal anal et le canal œsophagien proximal, contact avec la trachée, ou bien les organes voisins génitaux pour le canal anal, dans ce cas-là, on ne parlera pas de sérose parce qu'il n'y a pas le péritoine à ce niveau-là, au niveau des deux extrémités. Cette couche va recevoir le nom d'adventice, tout simplement. C'est bon? Oui. Voici une petite représentation schématique des 5 tuniques. Voilà la lumière au niveau du tube digestif. On ne précise pas quel endroit, juste pour schématiser un petit schéma pour récapituler, si vous voulez, cette structure pariétale, globale des différentes couches de la paroi digestive. En gros, hein, sans préciser le lieu exactement parce que ça diffère d'un endroit à un autre. Nous avons donc en 1 la muqueuse, ici. Nous avons un épithélium, en général, on a dit qu'il était simple, unistratifié, prismatique. L'épithélium. Nous avons un chorion sous-jacent où on peut trouver des glandes, glandes muqueuses.
pas obligatoirement, mais on en trouve. Et on peut retrouver du tissu lymphoïde, sous forme de follicules lymphoïdes, ou bien des cellules immunitaires dispersées, le MALT. On peut retrouver des glandes. Après, nous avons la musculaire mucosée, la deuxième tunique, etc. Voilà, la musculaire muqueuse. Après, nous avons la sous-muqueuse, c'est celle-ci. Sous-muqueuse. Dans la sous-muqueuse, on retrouve le plexus de Meissner. On peut retrouver des glandes au niveau de la sous-muqueuse et c'est beaucoup plus le plexus de Meissner qui la caractérise. Au niveau de la musculeuse, regardez cette musculeuse qui est faite de 2 couches de cellules de fibres ou bien cellules musculaires lisses, orientées différemment. Donc, on a une couche externe longitudinale. L'incidence de coupe, ça nous donne des cellules qui ont été coupées en longueur, ici. Et nous avons une couche interne circulaire où les fibres sont concentriquement circulaires. Donc, on a les 2 couches de fibres musculaires lisses qui sont séparées en général. Donc, on n'est pas, en tous les cas, dans ce schéma, on peut affirmer qu'on n'est pas au niveau de quelle paroi? Si vous avez compris. Je peux affirmer que je ne suis pas au niveau de la paroi. Laquelle? De l'estomac. Oui, très bien. Je ne suis pas au niveau de la paroi gastrique. Parce qu'on a dit que particulièrement la paroi gastrique comporte au niveau de sa musculeuse 3 couches de fibres musculaires lisses. Ici, je n'ai que 2 couches. Donc, je peux être dans n'importe quel segment, sauf au niveau de la paroi gastrique. Vous savez, Yaresh? Ça te laisse? D'accord. Voilà. Voici le plexus d'Orbach, myentérique d'Orbach. C'est ce qui caractérise la musculeuse. La toute dernière couche, on vous dit séreuse. Qu'est-ce qu'on peut dire puisqu'ils ont dit séreuse? Ça veut dire quoi? On peut affirmer qu'on n'est pas au niveau de la partie. Allez, je vais voir si vous avez compris. On n'est pas au niveau de La partie Les extrémités. On n'est pas au niveau des 2 très bien. On n'est pas au niveau des 2 extrémités parce qu'ils ont mis ici pour la 5e et dernière couche externe séreuse. Ça veut dire que je ne suis pas au niveau de l'œsophage. En fait, pour l'œsophage, il y a la partie terminale de l'œsophage, la partie abdominale, à peu près 3 cm de l'œsophage, qui pénètre l'abdomen et ces 3 cm sont recouverts par le péritoine. Donc, à ce niveau-là, si je fais une incidence de coupe au niveau de l'œsophage abdominal, là, j'appellerai la 5e couche séreuse. C'est à noter. D'accord, Yaresh? Donc, l'œsophage qui a à peu près 25 cm de longueur, les 22 cm en gros, l'œsophage, sa 5e tunique, c'est ce qu'on appelle l'adventice. D'accord? Mais la portion terminale œsophagienne, à peu près 2 à 3 cm, pénètre l'abdomen. Et au niveau de l'abdomen, il y a le feuillet viscéral, hein, le mésothélium du péritoine. À ce niveau-là, la 5e couche portera le nom de sérose. Est-ce que ça me fait quoi? Vous avez compris? Oui. Très bien. Voilà. Ici, c'est pour vous représenter surtout les plexus de Meissner, les 2 plexus nerveux, du moins. Voilà. Et donc, sous forme de généralité toujours, je vous ai donné les caractéristiques globales du tube digestif. Donc là, on a vu l'organisation générale de la paroi digestive.
Et on va voir par la suite aussi certaines notions sur le tissu lymphoïde que l'on retrouve au niveau du tube digestif. J'en ai déjà parlé, mais je vais quand même, j'ai fait sous forme d'un petit paragraphe, le tissu lymphoïde du tube digestif, surtout qu'on n'a pas fait les organes lymphoïdes dans l'unité 1. D'accord? Donc, je vous ai donné le tissu lymphoïde du tube digestif. On a dit que le tissu lymphoïde qui est éparpillé au niveau de la paroi digestive a reçu le nom de MALT. Donc, Mucosal Associated Lymphoid Tissue. C'est en anglais qui signifie tissu lymphoïde annexé ou bien associé aux muqueuses que l'on trouve au niveau de la muqueuse du tube digestif. Et regardez, on vous dit que ce tissu lymphoïde, quand il s'agit de l'intestin, il y a dans certains ouvrages, on vous dit pas MALT, MALT c'est en général, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Au niveau de l'intestin, on peut vous dire GALT. C'est pas faux, c'est pas une erreur. C'est GALT, c'est toujours le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, mais précisément, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses intestinales. Pourquoi? Parce qu'en anglais, l'intestin, on l'appelle GOT. Donc, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses de l'intestin, qu'on appelle GALT. Je vais vous donner d'autres exemples si vous voulez. On parle de VALT. VALT, c'est pas faux. Si vous trouvez ce terme, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses des vaisseaux sanguins. C'est le tissu, les cellules immunitaires représentées par la muqueuse des vaisseaux sanguins. On l'appelle VALT. BALT, B-A-L-T, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses des branches respiratoires, au niveau des branches et des bronchioles, au niveau de l'appareil respiratoire. On dit BALT, etc., etc. D'accord? Donc, juste si vous trouvez ces termes-là, ne vous inquiétez pas, ça signifie MALT de la muqueuse digestive, mais là, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Il vous précise le compartiment, il vous précise les tâches digestives, c'est-à-dire au niveau des intestins. Donc, soit l'intestin grêle ou bien le gros intestin. C'est le GALT. C'est bon, vous avez compris? Oui. Très bien. Et donc, la plupart des cellules immunitaires, elles sont éparpillées. Mais on a deux formations lymphoïdes bien individualisées. C'est quoi? C'est l'appendice. Quand vous avez une inflammation de l'appendice, on dit que vous avez l'appendicite. C'est l'inflammation de l'appendice. C'est un petit organe lymphoïde appendu donc à l'extrémité finale iléale. C'est sous forme de follicules lymphoïdes qui forment carrément une entité, un petit organe lymphoïde qu'on appelle l'appendice. Nous avons aussi les plaques de Peyer au niveau de la portion terminale iléale. L'appendice, c'est à proximité aussi du séquent, si vous voulez. Donc, pour les plaques de Peyer, ce sont de gros follicules qui s'étalent au niveau de leur sommet sous forme de dôme, comme une pyramide, et qui sont de très gros follicules qui s'agencent et qui se condensent pour former des plaques de follicules, plusieurs follicules, des plaques de 25 à 40 follicules qui s'agencent pour former des plaques lymphoïdes qui ont reçu le nom de plaques de Peyer. C'est l'auteur, le scientifique qui a découvert ce tissu lymphoïde au niveau de la portion terminale de l'iléal. Voilà, là c'est des formations lymphoïdes bien individualisées, bien distinguables. C'est des organes lymphoïdes. Ça va? Oui, ça va. Mais en dehors de l'iléan et de la frontière entre l'intestin et le gros intestin, l'appendice, nous avons des formations lymphoïdes un peu partout, du MALT un peu partout. Donc, une couche lymphoïde est souvent présente sous les glandes du chorion. On l'a déjà noté, dans le chorion, on a dit qu'il y avait sous les glandes des cellules lymphoïdes éparpillées. C'est ce que j'ai répété ici pour remettre de l'ordre dans vos idées. Et nous avons aussi les cellules lymphoïdes qui peuvent soit être isolées, donc éparpillées de façon isolée,
ou bien regroupés en amas cellulaires, des groupements cellulaires qui forment de petites entités, de petits micro-organes qui ont reçu le nom de follicules ou bien nodules lymphoïdes. Là, ces follicules, on peut les retrouver soit au niveau de la muqueuse, soit au niveau de la sous-muqueuse, surtout au niveau du côlon, où on a ce qu'on appelle des gros follicules clos du côlon. Ce sont de très gros follicules qui sont très évidents. D'ailleurs, ils occupent la muqueuse et ils s'enfoncent dans la sous-muqueuse. De la sous-muqueuse, ils s'enfoncent et ils envahissent les deux tuniques, et la muqueuse et la sous-muqueuse. Je parle du côlon, au niveau du côlon. C'est les follicules du côlon. Et dans ces follicules, qu'est-ce qu'on trouve comme cellules immunitaires? On retrouve des LB, des lymphocytes B, on retrouve des macrophages, on retrouve des plasmocytes, des immunoglobulines A, donc c'est des cellules immunitaires. Et nous avons aussi, au niveau de l'épithélium de revêtement, quelques lymphocytes T qui sont, d'ailleurs on dit c'est des LT intra-épithéliques. Donc là, c'est des LT que l'on retrouve éparpillés de façon isolée au niveau de l'épithélium de revêtement. Ça va, Yeresh, ça va? Voici une petite image représentative des plaques de Peyer. Regardez, c'est des gros follicules qui envahissent la portion terminale idéale. Ici, c'est la plaque de Peyer, carrément. C'est un tissu lymphoïde. Toute la paroi est envahie par du tissu lymphoïde, ce qui donne naissance à un organe, un petit organe lymphoïde qu'on appelle l'appendice. Voilà ici les plaques de Peyer. Regardez les follicules en dôme, regardez leur tête. Carrément, on ne voit pas la paroi tellement ces follicules, ils ont envahi toute la portion terminale de l'iléa. C'est ce qu'on appelle les plaques de Peyer. Ils sont bien collés pour donner naissance à une plaque. Ça va? Et dans le chapitre iléant et tout, je vais vous montrer d'autres images et vous allez mieux comprendre. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Hein? Tout ça, on va le revoir en détail. Dans chaque étage, on va voir ses particularités et on va aussi voir les caractéristiques et les particularités de chaque étage. Inch'Allah. OK? Oui. Pour l'innervation de la paroi du tube digestif, juste pour remettre de l'ordre, parce que j'en ai déjà parlé, donc tout ce qui est fonction sensitive, motrice et sécrétoire du tube digestif, elles sont contrôlées par un dispositif nerveux, les plexus, qui sont installés dans la paroi. On a vu ce système nerveux interne à la paroi digestive, qui a reçu le nom de système nerveux entérique, donc spécifique à l'intérieur du tube digestif et qui s'organise sous forme de plexus nerveux ou bien de réseau nerveux. Et regardez, je l'ai mis entre parenthèses pour que ça soit très clair. Ce ne sont pas des fibres nerveuses uniquement, mais ce sont des ganglions qui contiennent et les corps cellulaires. Donc, c'est des neurones entiers. Les corps cellulaires, des neurones entériques et avec leur type nerveuse, bien sûr, plus des cellules gliales. Donc, c'est carrément une entité, c'est comme les cellules du système nerveux central. C'est pour ça qu'on l'appelle le système nerveux entérique, donc propre à la paroi digestive. Et bien sûr, ce système nerveux entérique, il reçoit des afférences du système nerveux central. Il y a des projections sympathiques et parasympathiques. Dans les détails, ce n'est pas de physiologie. On a deux niveaux, le plexus sous-muqueux de Meissner. Il se trouve où le plexus sous-muqueux de Meissner, son nom indique qu'il se trouve au niveau de la sous-muqueuse. C'est ce plexus qui contrôle localement les sécrétions cellulaires et glandulaires, des glandes qui s'y trouvent au niveau de la sous-muqueuse, et le plexus mi-entérique d'Orbach qui s'installe entre les deux couches de fibres musculaires lisses, de la musculeuse, et celui-ci, il a comme rôle physiologique de contrôler la motricité de ces fibres musculaires lisses. Voilà, un petit aperçu physiologique aussi sur le rôle de ce système nerveux entérique. Regardez comment on le représente schématiquement. Nous avons le plexus sous-muqueux de Meissner, voilà, en forme de ganglion comme ça, c'est des amas de cellules nerveuses et de cellules gliales, bien sûr, voilà. Et j'ai
au niveau de la musculeuse, entre les deux couches de fibrome musculaire, le plexus myentérique d'Orlach. On vous dit carrément, regardez, ganglion myentérique. Le terme ganglion signifie un ensemble de cellules nerveuses plus des cellules gliales. Qui dit cellules nerveuses dit cellules nerveuses à part entière, pas fibres nerveuses uniquement. D'accord? Donc il y a des neurones avec leur corps cellulaire, avec leurs cellules qui vont avec les cellules satellites, les cellules gliales, etc. La microglie, les cellules, les microgliocytes et la glie, la névroglie, les cellules névrogliques. On appelle cellules gliales. Ça va? Oui. Très bien. Là, on va finaliser avec la vascularisation et les cellules endocrines. Donc, on vous dit pour la vascularisation de la paroi gastrique, je vous montre directement cette vascularisation. Regardez les vaisseaux, on a des veines, on a des artères et il y a une innervation sympathique et parasympathique qui va bien sûr se connecter au plexus nerveux. Voilà. Donc, en ce qui concerne la vascularisation du tube digestif, nous avons un réseau artériel, nous avons un réseau veineux, nous avons un réseau lymphatique. Donc, la paroi du tube digestif est parcourue par un triple réseau vasculaire. Donc, ce sont des réseaux au niveau des différents étages de la paroi digestive. Le réseau artériel qui est représenté par un réseau adventiciel ou sous-séreux, c'est-à-dire bien sûr, les artères, elles partent du cœur vers les organes. Donc, du cœur vers la paroi digestive, elle va pénétrer la dernière couche, donc soit l'adventice ou bien la séreuse, donc un réseau adventiciel ou sous-séreux, d'où partent des branches perforantes. Donc, elles vont perforer la quatrième tunique pour traverser la musculeuse, la sous-muqueuse, la musculaire muqueuse qui va aboutir à la muqueuse sous forme d'un double réseau capillaire. Hein? Donc, il y a deux doubles réseaux capillaires et bien sûr l'un qui est profond, l'autre externe, superficiel. S'il y a un double réseau capillaire, ça veut dire qu'il y a une double irrigation, vascularisation, et de là va repartir un autre réseau veineux, double réseau de la muqueuse. L'un va drainer le réseau profond, l'autre il va drainer le réseau superficiel. Et bien sûr, il va faire le chemin inverse que le réseau artériel. Donc, il va repartir de la muqueuse vers la sous-muqueuse, vers la musculeuse, la muscularis mucosée, la sous-muqueuse, la musculeuse et la couche externe. Là, c'est juste un cas pour tracer le chemin que traverse le réseau artériel et le réseau veineux. Et le même chemin se fait par le réseau lymphatique, double réseau au niveau de la muqueuse. Ça va suivre le même chemin que celui du réseau veineux de la muqueuse. Nous aurons des capillaires superficiels pour le réseau superficiel et des capillaires profonds, sous-glandulaires pour le réseau donc profond, qui vont drainer les couches pour atteindre les réseaux terminaux externes, soit au niveau du péritoine ou bien de l'adventice, c'est-à-dire séreux ou bien adventiciel s'il s'agit de l'œsophage, l'extrémité supérieure de l'œsophage et l'extrémité externe anale. Voilà. Donc, c'est en gros cas pour la vascularisation. Ça va? C'est pour dire qu'il y a une riche vascularisation et innervation au niveau de la paroi tout le long du tube digestif. Voilà. Regardez, c'est des vaisseaux qui vont pour l'artère en rouge. Ça va ramener des nutriments. Ça pénètre de la couche la plus externe. Ici, on est au niveau de la séreuse. Hop, ça pénètre la musculeuse, la muscularis mucosée, la sous-muqueuse, la muscularis mucosée et vers la muqueuse. Ça va revenir via un système veineux vers l'adventice ou la séreuse. Ici, c'est la séreuse. Il y a le mésentère, le péritoine. Pareil pour l'innervation qui va ressortir pour rejoindre donc le système nerveux central. Ça va? Voilà, schématiquement, donc l'artère, et ça va revenir, système veineux, c'est des vaisseaux perforants,
pareil pour le système lymphatique. Juste une petite représentation schématique. On va voir les cellules endocrines que l'on retrouve au niveau de la paroi tout le long du tube digestif. Nous avons des cellules endocrines qui ont été répertoriées tout le long de la paroi du tube digestif. Et ces cellules endocrines, on a pu les repérer grâce à des colorations, à des techniques de coloration différentielle au sel de chrome et au sel d'argent. Et d'ailleurs, on a donné à ces cellules le nom de cellules. On les appelle cellules chromaphiles, on les appelle cellules argentaphiles, on les appelle chromo-argentaphiles selon les techniques de coloration différentielle utilisées pour les mettre en évidence au niveau de la paroi du tube digestif. Et donc, on a retrouvé plusieurs types de cellules endocrines selon le segment étudié, selon les tâches digestives étudiées. Et ce sont des cellules piriformes, c'est-à-dire qui ont une forme triangulaire, pyramidale si vous voulez, et ce sont des cellules, c'est quoi cellules endocrines? On les appelle aussi cellules hormonogènes parce que ce sont des cellules sécrétrices d'hormones et qui participent donc à la régulation locale des sécrétions qui font partie du système endocrinien et précisément, puisque ce sont des cellules éparpillées dans le tube digestif, elles font partie du système endocrinien diffus. D'accord? Et ces cellules, on en a plusieurs. Par exemple, la gastrine au niveau de la paroi gastrique qui sécrète la gastrine, qui est une hormone qui est sécrétée dans la paroi gastrique. Nous avons la sérotonine, nous avons l'histamine, ainsi de suite, la somatostatine. Il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées au niveau des divers étages du tube digestif et ces cellules sécrétrices de ces différentes hormones ont été mises en évidence par le biais grâce à des techniques de coloration différentielle et d'où le nom de ces cellules. On leur a donné ce nom, on les appelle cellules endocrines, on les appelle cellules hormonogènes, on les appelle cellules chromaphiles si on a étudié la technique au sel de chrome. Si on a utilisé la technique au sel d'argent, on les appelle cellules argentaphiles. On peut les appeler les deux quand on les met en évidence par le biais des deux techniques en même temps. Donc, c'est des cellules soit isolées, on peut les retrouver un petit peu groupées dans certaines glandes de l'épithélium gastrique. Par exemple, on va les voir au niveau des cryptes gastriques. On va les retrouver au fond des glandes qui sortent directement dans l'épithélium. Donc, c'est un épithélium glandulaire. On va les voir après en détail dans les différents compartiments de l'appareil digestif. Ça va? Oui, ça va. Je pense que vous avez reçu suffisamment d'informations pour cette séance. Je préfère laisser l'étude détaillée. On va commencer par la structure des différents segments du tube digestif. Et bien sûr, on vous dit bien qu'ayant une structure histologique commune, il existe d'importantes différences en fonction des différents compartiments segments digestifs. Donc, selon le segment au niveau duquel on se trouve, on peut avoir affaire à plusieurs segments en même temps. Donc, on peut avoir affaire, à plusieurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, même si on a parcouru jusque-là, tout ce qui est caractéristique commune aux différentes tuniques de la paroi digestive, quel que soit le segment au niveau duquel on se trouve. Donc là, on va étudier séparément chaque compartiment. On va commencer par le commencement. On est au niveau du tube digestif. La première portion du tube digestif, c'est l'œsophage. Donc, on va commencer par l'étude de l'œsophage, détaillée histologique de l'œsophage. Mais je pense qu'on va laisser ça pour la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord? Donc, on va démarrer avec l'œsophage et on va y aller dans l'ordre. L'œsophage, on va voir la paroi gastrique. OK? Voilà. Il y a beaucoup de détails, donc je préfère m'arrêter là pour faire l'étude détaillée de l'œsophage la séance prochaine, Inch'Allah. OK? D'accord. Ça va? Oui, ça va. Allez, merci pour votre attention et bonne soirée. Merci les enfants. Merci. Merci. Au revoir.
Merci à tous. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Madame. Au revoir.